Vers 4 heures, il recommença à neiger. À 6 heures, il faisait nuit, et le goudron noir de la route était devenu d'un blanc fantomatique sous leurs pieds. Stu boitait fortement. Tom lui demanda s'il voulait s'arrêter, mais Stu se contenta de secouer la tête. À 8 heures, la neige tombait très drue. Une ou deux fois, ils allèrent se perdre dans l'état de neige qui bordait la route avant de retrouver leur chemin. La route devenait très glissante. Tom tomba 2 fois, puis vers 8h15, ce fut le tour de Stu, qui fit une chute sur sa mauvaise jambe. Il dut serrer les dents pour étouffer un gémissement. Tom se précipita pour l'aider à se relever. « Oh, Tom, ça va, merci, dit Stu. Et 20 minutes plus tard, une voix jeune et nerveuse sortit du noir. Ils se figèrent sur place. « Qui va là ?» Que Jacques se mit à gronder, le poil hérissé. Tom ouvrit la bouche, et, à peine audible sous le hurlement constant du vent, Stu entendit un bruit qui le remplit de terreur, le bruit d'une culasse de fusil. « C'est des sentinelles ? Ils ont posté des sentinelles ? Ce serait drôle d'arriver ici et de se faire descendre par une sentinelle devant le centre commercial. Oh oui, vraiment drôle. Celle-là, même Randall Flagg pourrait l'apprécier. »« C'est Stu Redman !» cria-t-il dans le noir. Il avala sa salive qui fit un clic dans sa gorge. « Et vous, qui êtes-vous » ajouta-t-il. « C'est stupide, je ne le connais certainement pas. » Mais la voix qui sortait de la neige paraissait pourtant familière. « Stu Redman ?»« Oui, et Tom Cullen est avec moi. Pour l'amour de Dieu, ne tirez pas. »« Mais c'est un piège !» fit la voix. L'homme semblait se parler tout seul. « Non, c'est pas un piège, dit Stu. Tom, dis quelque chose. »« Salut !» dit sagement Tom. Il y eut un silence. La neige tourbillonnait autour d'eux. Puis la sentinelle, oui, cette voix était familière, se manifesta à nouveau. « Stu avait un tableau dans son ancien appartement. Qu'est-ce que c'était ?» Stu chercha fiévreusement dans sa tête. Le claquement de cette culasse lui revenait à l'esprit et l'empêchait de réfléchir. « Mon Dieu, je suis ici, en pleine tempête de neige, en train d'essayer de me souvenir d'un tableau qui se trouvait dans l'appartement, l'ancien appartement. Fran a dû déménager pour s'installer avec Lucie. Tiens, justement, Lucie se moquait de ce tableau. Elle disait que John Wayne attendait sûrement ses Indiens au bar. « Frédéric Remington !» hurla-t-il de toutes ses forces. Et le tableau s'appelle « Le sentier de la guerre ». « Oh, Stu !» répondit la sentinelle. Une forme noire sortit de la neige, courut vers eux en glissant. « Je n'arrive pas à y croire !» Et il était devant eux, Billy Geringer, le jeune homme qui leur avait donné du fil à retordre l'été dernier, avec sa manie de faire du stock-car en pleine rue. « Stu, Tom, et que Jacques, nom de Dieu ! Mais Glenn et Larry et Ralph !» Et Stu secoua lentement la tête. « Je ne sais pas, dit Stu, mais il faut qu'on se mette à l'abri, Billy. Nous sommes gelés. »« Oh oui, bien sûr. Le supermarché est juste au bout de la rue. Je vais appeler Norm, Harry et Dick. Oh merde, je vais réveiller toute la ville. C'est fantastique. J'arrive pas à y croire. »« Billy, fit Stu. » Billy se retourna et Stu s'approcha de lui en boitillant. « Billy, Fran devait avoir un bébé. » Billy se raidit puis murmura. « Oh oui, merde, j'y pensais plus, » répondit Billy. « Est-ce qu'elle l'a eu ?» demanda Stu. « Oh, George Richardson va t'en parler, Stu, ou Dan Latrope, c'est un nouveau médecin. Il est arrivé à peu près 1 mois après votre départ, et dans le temps, il était au Torino, mais il est très... » Stu secoua Billy, coupant net son babillage presque frénétique. « Mais qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Tom. « Il y a quelque chose qui ne va pas avec Franny ?»« Allez, dis-moi, Billy, dit Stu, s'il te plaît. »« Oh, Franny va bien, répondit Billy. Elle va s'en sortir. »« C'est ce qu'on t'a dit ?» demanda Stu. « Non, je l'ai vu, répondit Billy. Tony Donahue et moi, on est allés lui porter des fleurs qu'on avait cueillies dans la serre. La serre, c'est l'idée de Tony. Il y a fait pousser des tas de trucs, et pas seulement des fleurs. Si elle est encore à l'hôpital, c'est simplement parce qu'elle a eu, c'est ça, une romaine. »« Une césarienne, tu veux dire, dit Stu. »« Ah oui, oui, c'est ça, répondit Billy. Parce que le bébé venait dans le mauvais sens, je crois. Mais ça s'est passé en douceur. Nous sommes allés la voir 3 jours après l'accouchement, le 7 janvier, avant-hier. On lui a apporté des roses. On s'est dit qu'elle avait besoin d'être consolée parce que... »« Le bébé est mort ?» demanda Stu. « Non, il n'est pas mort, dit Billy. Pas encore, ajouta-t-il, après un long moment d'hésitation.
Stu se sentit soudain très loin de là, précipité dans le vide. Il entendait un rire, le hurlement des loups. Et cette fois, un torrent de paroles sortit de la bouche de Billy. « Il a la grippe, il a attrapé le grand voyage, c'est la fin pour nous tous, c'est ce que les gens disent. Franny l'a eu le 4, c'est un garçon, près de 3 kilos. Au début, il avait l'air d'aller bien, et je crois que tout le monde dans la zone s'est saoulé. Et puis le 6, il a attrapé la maladie. Oui, c'est comme ça, continua Billy, dont la voix commençait à vaciller. Il l'a attrapé, et merde. C'est une mauvaise nouvelle pour quelqu'un qui rentre. Je suis vraiment désolé, Stu. Stu tendit la main, trouva l'épaule de Billy et l'attira vers lui. Au début, tout le monde disait qu'il allait peut-être aller mieux, continua Billy, que c'était simplement une grippe ordinaire ou de la bronchite. Mais les toubibs, ils disaient que les nouveau-nés n'attrapent presque jamais ces maladies-là. C'est comme une immunité naturelle, parce qu'ils sont trop petits. Et puis George et Dan, ils ont tellement vu de super grippe l'année dernière qu'ils auraient du mal à se tromper, continua Stu. Oui, c'est ça, murmura Billy. T'as compris. Quelle merde, murmura Stu. Il se retourna et commença à redescendre la rue en boitillant. Mais Stu, où est-ce que tu t'en vas demanda Billy. À l'hôpital, voir ma femme, répondit-il. Fran était réveillée. Sa lampe de lecture était allumée à côté d'elle, jetant une flaque de lumière vive sur le côté gauche du drap blanc immaculé qui la recouvrait. Au centre de la tache de lumière, retournée, un roman d'Agatha Christie. Fran était réveillée, mais elle s'en allait doucement vers cet état où les souvenirs s'éclaircissent magiquement au moment où ils commencent à se transformer en rêve. Elle allait enterrer son père. Ce qui était arrivé après cela n'avait pas d'importance, mais elle allait sortir de l'état de choc où elle se trouvait le temps d'accomplir ce travail. Un acte d'amour. Et quand ce serait fait, elle se couperait une part de tarte à la fraise et à la rhubarbe. Une grosse part, bien juteuse, très très amère. Marcy était venue voir une demi-heure plus tôt si elle avait besoin de quelque chose, et Fran lui avait demandé « Est-ce que Peter est mort ?» Et au moment où elle parlait, le temps avait paru s'étirer 2 fois plus longtemps, si bien qu'elle n'était pas sûre d'avoir voulu dire Peter le bébé ou Peter le grand-père du bébé, aujourd'hui décédé. « Chut, il va bien, » avait répondu Marcy. Mais Franny avait lu la véritable réponse dans ses yeux. Le bébé qu'elle avait fait avec Jess Ryder était en train de mourir quelque part entre 4 vitres. Peut-être celui de Lucie aurait-il plus de chance, ses 2 parents étaient immunisés. La zone avait oublié son petit Peter pour placer tous ses espoirs dans ces femmes qui avaient conçu après le 1er juillet de l'an dernier. C'était brutal, mais parfaitement compréhensible. Son esprit dérivait, planait à basse altitude, à la frontière du sommeil, explorant le terrain de son passé, le paysage de son cœur. Elle pensa au salon de sa mère, où l'horloge égrenait le temps sec des saisons. Elle pensait aux yeux de Stu, à son bébé quand elle l'avait vu la première fois, à Peter Goldsmith Redman. Elle rêvait que Stu était avec elle dans sa chambre. Fran ? Rien n'avait fonctionné comme il aurait fallu. Tous les espoirs s'étaient révélés faux, aussi trompeurs que les automates de Disney World. Mensonges, fausse aurore, fausse grossesse. « Hé, Franny !» Dans son rêve, elle voyait Stu qui était de retour. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de sa chambre, un énorme anorak doublé de fourrure sur le dos. Encore une illusion, mais elle vit que le Stu de son rêve portait la barbe. C'était drôle quand même. Elle commençait à se demander si c'était bien un rêve lorsqu'elle vit Tom Cullen debout à côté de lui. Mais c'était Kojak, assis au pied de Stu. Sa main courut jusqu'à sa joue, et elle se pinça furieusement, au point qu'une larme perla au coin de son œil gauche. Mais rien ne changea dans cette vision. « Stu » murmura-t-elle. « Mon Dieu, c'est toi, Stu ?» Son visage était très bronzé, sauf autour des yeux, sans doute parce qu'il avait porté des lunettes de soleil. Un détail comme on n'en voit pas souvent dans les rêves. Elle se pinça encore. « Oui, c'est bien moi, » répondit Stu en entrant dans la chambre. « Arrête de te triturer, ma chérie. » Il boitait tellement qu'il faillit tomber en avant. « Franny, c'est moi. Je suis revenu. »« Stu !» cria-t-elle. « Tu es bien réel ? Si tu es réel, viens ici. » Il s'approcha d'elle et la prit dans ses bras.
Stu était assis à côté du lit de Fran quand George Richardson et Dan Lathrop entrèrent. Fran prit aussitôt la main de Stu et la serra très fort. Son visage était devenu absolument rigide, et en l'espace d'un instant, Stu vit à quoi elle ressemblerait lorsqu'elle serait vieille. Un moment, il crut voir mère Abigail. « Oh, Stu, dit George, j'ai appris que t'étais rentré. C'est un miracle. Tu ne peux pas savoir comme je suis content de te voir, les autres et moi. » George lui serra la main, puis lui présenta Dan Lathrop. « Nous avons entendu dire qu'il y a eu une explosion à Las Vegas. Est-ce que vous l'avez vue ?» demanda Dan. « Oui, répondit Stu. Ici, les gens pensent que c'était une explosion nucléaire. Était-ce vrai ?»« Oui, répondit à nouveau Stu. George hocha la tête, puis sembla vouloir changer de sujet et se tourna vers Fran. « Comment ça va ?»« Pas trop mal, répondit-elle. Je suis si contente d'avoir retrouvé Stu. Mais le bébé... C'est en fait pour cela que nous sommes venus, répondit Lathrop. Est-il mort? George et Dan échangèrent un regard. Franny, je voudrais que vous écoutiez très attentivement et que vous compreniez bien ce que je vais dire. S'il est mort, dites-le-moi tout de suite, lança Fran d'une voix détachée, au bord de l'hystérie peut-être. Fran, dis-tu. Non, Peter semble aller mieux, reprit Dan d'une voix très douce. Il y eut un moment de silence dans la chambre. Fran, son visage ovale très pâle sous la masse châtain de ses cheveux étalés sur l'oreiller, regarda Dan comme s'il avait perdu la tête. Quelqu'un, Laurie ou Marcy, jeta un coup d'œil dans la chambre et poursuivit son chemin. Un moment que Stu n'allait jamais oublier. « Comment ?» murmura enfin Fran. « Mais il ne faut pas trop espérer, » précisa George. « Mais vous dites qu'il va mieux ?» demanda Fran. Elle était absolument hébétée. Jusqu'à ce moment, elle ne s'était pas rendue compte à quel point elle s'était résignée à la mort de son enfant. « Dan et moi, reprit George, nous avons vu des milliers de cas pendant l'épidémie. Tu remarques que je ne dis pas traiter, parce que je ne pense pas que nous ayons modifié d'un iota le cours de la maladie. Exact, Dan. Oui, répondit celui-ci. Cette petite ride volontaire que Stu avait remarquée pour la première fois dans le New Hampshire, quelques heures après avoir fait sa connaissance, apparut de nouveau sur le front de Fran. Vous voulez bien cesser de tourner autour du pot, s'il vous plaît demanda-t-elle. Je ne demande pas mieux, mais je dois être prudent, et je vais être prudent, répondit George. Nous sommes en train de parler de la vie de ton fils, et je ne vais pas te laisser me forcer la main. Je veux que tu comprennes ce que nous pensons. Le grand voyage était une grippe à antigènes mutants, c'est ce que nous croyons à présent. Chaque sorte de grippe, je parle de l'ancienne grippe, possède un antigène différent. C'est pour cette raison qu'on la voit revenir tous les 2 ou 3 ans, malgré les vaccins. Supposons qu'il y ait une épidémie de grippe A, la grippe de Hong Kong. Vous vous faites vacciner contre cette variété, et 2 ans plus tard, une grippe de type B se présente et vous tombez malade, sauf si vous vous faites donner un autre vaccin. Mais vous finissez par guérir quand même, continua Dan, parce que votre organisme produisait ses propres anticorps. Il s'adaptait à la grippe. Mais avec le grand voyage, c'est la grippe elle-même qui changeait chaque fois que votre organisme se mettait en position de défense. À cet égard, elle était plus semblable au virus du sida que les variétés ordinaires de grippe que nos organismes avaient l'habitude de combattre. Et comme avec le sida, elle changeait de forme jusqu'à ce que l'organisme s'épuise complètement. Le résultat était inévitablement la mort. « Mais alors, pourquoi ne l'avons-nous pas attrapé » demanda Stu. « Ça, nous ne le savons pas, » répondit George. « Et il est probable que nous ne le saurons jamais. La seule chose dont nous puissions être sûrs, c'est que les immunisés n'ont pas attrapé la maladie pour ensuite en venir à bout. Ils ne l'ont tout simplement jamais attrapée. Et ce qui nous ramène à Peter. Dan, tu veux continuer ? Oui, dit-il. Donc avec le grand voyage, tous les malades semblaient presque aller mieux, mais ils ne se rétablissaient jamais complètement. Ton bébé, Peter, est tombé malade 48 heures après sa naissance. Il ne fait absolument aucun doute qu'il s'agissait du grand voyage. Les symptômes étaient parfaitement classiques. Mais les taches sous la mâchoire, que George et moi avions pris l'habitude d'associer au 4e et dernier stade de la supergrippe, ces taches ne sont jamais apparues. D'autre part, ces périodes de rémission se sont faites de plus en plus longues. « Mais je ne comprends pas, dit Fran. Qu'est-ce que... » Chaque fois que la grippe change de forme, Peter s'adapte aussitôt, la coupa George. Il est encore techniquement possible qu'il fasse une rechute, mais il est clair qu'il n'est jamais rentré dans la phase finale. En fait, il semble être en train de s'en tirer. À un moment, ce fut le silence total.
Fran, reprit Dan, en fait, vous avez transmis à votre enfant une immunité partielle. Il a attrapé la maladie, mais nous pensons qu'il est capable de la combattre. Nous supposons que les jumeaux de Madame Wentworth avaient la même capacité, mais la situation leur était beaucoup moins favorable. Et je continue de croire qu'ils ne sont peut-être pas morts de la supergrippe, mais des complications provoquées par la supergrippe. La distinction paraît sans doute minime, je sais, mais elle est cruciale. Mais les autres femmes qui sont enceintes d'hommes qui n'étaient pas immunisés, demanda Stu. Eh bien, nous croyons qu'elles verront leur bébé traverser la même expérience pénible, répondit George. Et certains enfants mourront peut-être. Peter a frôlé la mort de près, et il pourrait encore le faire. Mais très bientôt, nous atteindrons le point où tous les fœtus de la zone libre, et même du monde, seront le produit de 2 parents immunisés. Il est toujours hasardeux de faire des prédictions, mais je serai quand même prêt à parier, lorsqu'il en sera ainsi, que la balle sera à nouveau dans notre camp. En attendant, il va falloir suivre Peter de très près. Et nous ne serons pas seuls à le suivre, si c'est une consolation supplémentaire, ajouta Dan. Car Peter appartient à toute la zone libre désormais. Je veux tout simplement qu'il vive, parce que c'est mon bébé et que je l'aime, murmura Fran. C'est lui qui me rattache à l'ancien monde, ajouta-t-elle en se tournant vers Stu. Il ressemble plus à Jess qu'à moi, et j'en suis heureuse. Ça me paraît juste. Est-ce que tu me comprends, mon amour? Stu hocha la tête, et une étrange idée lui traversa l'esprit. Comme il aurait aimé être assis avec Hap, Norm et Vic, prendre une bière avec eux, regarder Vic en train de rouler une de ses cigarettes qui puait la merde, et leur raconter toute cette histoire. Il l'avait toujours appelé Stu le muet, ce vieux Stu, prétendait-il. Cette fois, il leur en raconterait des choses, à leur casser les oreilles et les pieds. Il parlerait toute la nuit et toute la journée suivante. Les yeux fermés, il chercha la main de Fran, sentant que les larmes n'allaient pas tarder à couler. « Mais nous avons d'autres malades à voir, dit George en se levant. « Mais nous te tiendrons au courant, Fran. Dès que nous saurons quelque chose, nous te préviendrons. »« Et quand est-ce que je vais pouvoir l'allaiter » demanda Fran. « Dans 1 semaine, répondit Dan. « Oh, c'est long, dit-elle. « Oh, ce sera long pour nous tous, vous savez, reprit Dan. « Nous avons 61 femmes enceintes dans la zone. 9 ont conçu avant la supergrippe. Le temps va leur paraître vraiment très long. Et Stu, j'ai été très heureux de faire votre connaissance. » Dan lui tendit la main, et Stu la serra. Le médecin sortit rapidement, pressé de retourner à ses autres malades. George serra lui aussi la main de Stu. « Mon vieux, je veux te voir demain après-midi au plus tard, d'accord? T'auras qu'à dire simplement à Laurie à quelle heure tu veux venir. »« Mais pourquoi faire » demanda Stu. « Ta jambe, répondit George. Elle te fait mal, non? Oh, pas trop. Qu'est-ce qu'il y a avec ta jambe demanda Franny en s'asseyant sur son lit. Fracture mal réduite et fort excessif, répondit George à la place de Stu. C'est plutôt vilain tout ça. Mais on pourra réparer les dégâts. Mais, commença Stu. Il n'y a pas de mais. Montre-moi ça, Stu, dit Fran. La ride volontaire creusait à nouveau son front. Oh, plus tard, dit Stu. Oh, tu t'arranges avec Laurie, d'accord dit George en se levant. Oh, tu peux compter sur lui, répondit Franny. Oh bon, si la patronne le dit, fit Stu. Ok, je suis vraiment bien content de te revoir, ajouta George. 1000 questions semblaient se bousculer sur ses lèvres, mais il secoua la tête et s'en alla, refermant soigneusement la porte derrière lui. Montre-moi comment tu marches, dit Fran. La ride volontaire était toujours là. Oh, écoute, Franny. Allez, montre-moi comment tu marches. Il s'exécuta, un peu comme un marin qui cherche son équilibre sur un bateau en perdition. Lorsqu'il se retourna vers elle, elle pleurait. « Oh, Franny, je t'en prie !»« Il faut bien, répondit-elle en se cachant la figure dans les mains. Il s'assit à côté d'elle et écarta ses mains. « Non, non, c'est pas la peine de pleurer !» Elle le regarda dans les yeux, les joues ruisselantes de larmes. « Tellement de gens sont morts, dit-elle. Harold, Nick, Suzanne, et Larry, Glenn et Ralph. »« Oui, dis-tu. »« Et qu'est-ce que Lucie va dire ?» reprit Fran. « Elle sera ici dans 1 heure, elle vient tous les jours. Elle est enceinte de 4 mois, et quand elle va te demander... »« Ils sont morts là-bas, dis-tu, comme s'il se parlait à lui-même. C'est ce que je crois, au fond de mon cœur. »« Ne lui dis pas comme ça, dit Fran. Pas quand Lucie va venir. Tu vas lui faire trop mal. »« Je crois qu'ils étaient offerts en sacrifice, dis-tu.
Dieu demande toujours un sacrifice. Ses mains sont tachées de leur sang. Pourquoi, je n'en sais rien. Je ne suis pas un homme très intelligent. Peut-être sommes-nous les responsables, et tout ce que je sais, c'est que la bombe a explosé là-bas et pas ici, que nous sommes en sécurité pour quelque temps, pour un petit bout de temps. Est-ce que Flag a disparu? Vraiment disparu? Demanda Fran. Je ne sais pas, dit Stu. Je pense que oui, mais il faudra rester vigilant. Plus tard, quelqu'un devra trouver l'endroit où il fabriquait ses microbes et ses virus pour le recouvrir de sable et de sel, et pour prier sur ce lieu. Prier pour nous tous. Beaucoup plus tard dans la soirée, un peu avant minuit, Stu poussa dans le couloir silencieux de l'hôpital le fauteuil roulant dans lequel elle s'était installée. Laurie les accompagnait, et Fran s'était assuré que Stu avait bien pris son rendez-vous. « C'est plutôt toi qui devrais être dans ce fauteuil roulant, Stu, » dit Laurie. « Oh, pour le moment, j'en ai pas du tout envie, » dit Stu. Ils arrivèrent devant une grande baie vitrée qui donnait sur une pièce peinte en bleu et rose. Un mobile pendait au plafond. Un seul berceau était occupé juste devant. Stu regardait derrière la vitre, fasciné. « Goldsmith Redman Peter » disait la carte du petit berceau. 2,9 kg. Mère France Goldsmith, chambre 209. Père Jess Ryder, décédé. Le petit Peter pleurait. La figure toute rouge, il serrait ses petits poings. Il avait une étonnante houppe de cheveux très noirs, et ses yeux bleus semblaient regarder Stu, comme si le bébé l'accusait d'être l'auteur de toute cette misère. Son front était creusé d'une profonde ride verticale, une ride qui disait « Je veux ». Franny pleurait. « Franny, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Stu. « Tous ces berceaux vides, dit-elle entre deux sanglots. C'est ça qui ne va pas. Il est tout seul dans cette pièce. Pas étonnant s'il pleure, Stu. Il est tout seul. Oh, tous ces berceaux vides, mon Dieu !»« Mais il ne sera pas seul bien longtemps, répondit Stu en la prenant par les épaules. J'ai l'impression qu'il va très bien s'en tirer. Tu ne crois pas, Laurie ?» Mais Laurie les avait laissés seuls devant la pouponnière. Avec une grimace de douleur, Stu s'agenouilla à côté de Franny et l'enlaça maladroitement. Émerveillés tous les deux, ils regardaient Peter, comme si l'enfant était le premier jamais engendré sur terre. Un peu plus tard, Peter s'endormit, ses petites mains serrées sur sa poitrine. Ils continuèrent pourtant à le regarder, étonnés qu'il fût là. L'hiver était enfin derrière eux. Il s'était éternisé, et pour Stu, venu de son Texas ensoleillé, il avait été incroyablement dur. 2 jours après son retour à Boulder, on lui avait recassé la jambe droite pour l'immobiliser ensuite dans un énorme plâtre dont il n'avait pu se débarrasser qu'au début du mois d'avril. Il commençait alors à ressembler à une carte routière d'une étonnante complexité. Tous les habitants de la zone semblaient y avoir laissé leur signature, bien que ce fût une impossibilité patente. Car les pèlerins avaient recommencé à arriver au goutte à goutte dès le 1er mars, et le jour, qui avait été la date limite pour le dépôt des déclarations d'impôts dans le monde d'autrefois, la zone libre comptait plus de 11 000 habitants, selon Sandy Duchien, maintenant à la tête d'un service démographique de 12 personnes, équipé d'un ordinateur emprunté à la First Bank de Boulder. Stu et Fran étaient montés avec Lucy Swan jusqu'au terrain de pique-nique aménagé à mi-hauteur du mont Flagstaff pour regarder la traditionnelle course de mai. Tous les enfants de la zone paraissaient y participer, et plus d'un adulte aussi. Le panier de mai, orné de rubans et rempli de fruits et de jouets, avait été confié à Tom Cullen. C'était une idée de Fran. Tom avait attrapé Bill Geringer, qui avait déclaré être trop grand pour ces jeux de marmots, mais qui n'avait pas tardé quand même à entrer dans la ronde. Et ensemble, ils avaient attrapé ce garçon Upshaw, ou était-ce plutôt Upson. Stu avait beaucoup de mal à se souvenir de tous ces noms, puis les trois étaient partis à la poursuite de Léo Rockway, qui se cachait derrière Bretner Rock. Léo s'était finalement fait prendre par Tom. Et la course s'était poursuivie dans les rues, encore pratiquement désertes, nuées d'enfants et d'adolescents autour de Tom, qui criait à tue-tête en brandissant son panier. Finalement, ils étaient montés jusqu'ici, où le soleil était chaud et le vent agréablement tiède. Plus de 200 enfants prisonniers pourchassaient encore la demi-douzaine qui n'avaient pas été pris. Terrorisés, des dizaines de cerfs, qui refusaient absolument de jouer le jeu, s'enfuyaient dans la montagne. 5 kilomètres plus haut, au cirque Sunrise, on avait préparé un énorme pique-nique à l'endroit où Harold Lauder avait attendu un jour le moment de parler dans son talkie-walkie. À midi, 2 ou 3 000 personnes allaient s'asseoir ici, regarder à l'est, dans la direction de Denver,
manger de la venaison, des œufs durs à la diable, des tartines à la confiture et au beurre de cacahuètes, avec de bonnes tartes maison comme dessert. Ce serait peut-être la dernière grande réunion de la zone, à moins qu'ils ne descendent tous à Denver pour se retrouver dans le stade où les Broncos jouaient autrefois au football. Aujourd'hui, 1er mai, le goutte-à-goutte du début du printemps était devenu un raz-de-marée de nouveaux arrivants. Depuis le 15 avril, 8000 personnes étaient arrivées, ce qui portait la population à 19 000 habitants à peu près. Le service démographique de Sandy ne suffisait plus à la tâche, pour le moment du moins. Une journée de 500 arrivées seulement était une rareté. Dans le parc que Stu avait apporté, Peter pleurait. Fran s'approchait déjà, mais Lucie, enceinte de 8 mois et grosse comme une montagne, l'avait devancée. « Oh, je te préviens, dit Fran, il faut le changer. Je le devine à sa manière de pleurer. » Lucie souleva Peter, rouge d'indignation, puis le berça doucement dans ses bras. « Bah alors, mon petiot, qu'est-ce que tu fabriques? Pas grand-chose, hein ?» Et Peter se mit à gazouiller. Lucie le déposa sur la grosse couverture qu'ils avaient apportée pour le changer. Peter fit aussi mine de s'en aller en rampant, sans cesser de gazouiller. Lucie le retourna et défit son pantalon bleu en velours côtelé. Les petites jambes de Peter pédalèrent furieusement en l'air. « Pourquoi n'allez-vous pas vous promener tous les deux » demanda Lucie. Elle souriait à Fran, mais Stu trouva que son sourire était un peu triste. « Oui, pourquoi pas » répondit Fran en prenant le bras de Stu. Stu se laissa emmener. Ils traversèrent la route et entrèrent dans un pré vert tendre qui grimpait vers les nuages blancs d'un ciel radieux. « Qu'est-ce que ça voulait dire » demanda Stu. « Quoi donc » fit Fran. Elle faisait l'innocente. « Ce regard » dit Stu. « Mais quel regard ?»« Je sais quand je vois un regard bizarre » dit Stu. « Je ne sais peut-être pas ce que ça veut dire, mais je sais quand j'en vois un. »« Assieds-toi à côté de moi, Stu » dit Fran. « Comme ça » demanda-t-il. Ils s'assirent et regardèrent vers l'est le paysage, qui descendait comme un gigantesque escalier jusqu'à ces plaines que l'on voyait s'évanouir dans un brouillard bleuté. Le Nebraska est par là, quelque part. Oh, c'est sérieux, dit Fran, et je ne sais pas comment t'en parler, Stu. Vas-y, fais de ton mieux, répondit-il en lui prenant la main. Mais Fran ne disait toujours rien. Son visage se plissa, une larme roula le long de sa joue, sa bouche se mit à trembler. Fran! Non, non, je ne vais pas pleurer, dit-elle avec colère. Et aussitôt, elle fondit en larmes. Médusé, Stu la prit par les épaules et attendit. Explique-moi maintenant, dit-il quand le pire de la crise parut passer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le mal du pays, Stu. Je veux rentrer dans le Maine. Derrière eux, des enfants couraient en hurlant. Stu la regarda, absolument sidéré, puis il esquissa un timide sourire. Ah, c'est ça! Je pensais que t'avais décidé de divorcer, au minimum. Non pas que notre union ait été sanctifiée par l'Église, mais je ne partirai jamais sans toi, tu le sais bien, dit Fran. Elle avait pris un Kleenex dans sa poche et s'essuyait les yeux. Oh, je m'en doutais, dit Stu. Mais je veux revenir dans le Maine, reprit Franny. J'en rêve, tu sais. Est-ce que tu rêves parfois du Texas, Stu? Est-ce que tu rêves d'Arnett? Non, répondit-il. Je pourrais vivre aussi vieux et aussi content, sans jamais revoir Arnett. Tu veux retourner à Ogunquit, Franny? Oui, peut-être plus tard, dit-elle, mais pas tout de suite. Je voudrais aller dans les montagnes du Maine, la région des lacs. Tu es presque passé par là quand nous t'avons rencontré, Harold et moi, dans le New Hampshire. Il y a des endroits magnifiques, Brington, Sweden, Castle Rock. Les lacs doivent être remplis de poissons. Plus tard, on pourrait s'installer sur la côte. Mais pas la première année, j'en serais pas capable. Trop de souvenirs. Ce serait trop d'un seul coup. Elle jouait nerveusement avec ses mains. « Si tu veux rester ici, reprit-elle, pour les aider, je comprendrai. Les montagnes sont très belles ici aussi, mais c'est pas comme chez moi. » Il regarda en direction de l'est et découvrit qu'il pouvait enfin nommer quelque chose qu'il sentait bouger en lui depuis que la neige avait commencé à fondre, l'envie de partir. Il y avait trop de gens par ici. Il ne se marchait pas encore tout à fait sur les pieds, pas encore, mais il commençait à le faire se sentir nerveux. Il y avait des honnards, ils s'étaient eux-mêmes appelés ainsi, qui pouvaient s'en accommoder, qui semblaient même l'apprécier. Jack Jackson, par exemple, le chef du nouveau comité de la zone libre, qui contenait maintenant 9 membres. Brad Kirchner aussi. Il avait des centaines de projets en route et d'innombrables volontaires pour lui donner un coup de main. C'est lui qui avait eu l'idée de remettre en marche une des stations de télévision de Denver.
On y passait de vieux films tous les soirs de 6 heures à 1 heure du matin, avec un journal télévisé de 10 minutes à 9 heures. Et l'homme qui avait pris le poste de shérif en l'absence de Stu, Hugues Petrella, n'était pas le genre de type que Stu aimait trop fréquenter. Le simple fait que Pretella avait fait campagne pour obtenir son poste mettait Stu mal à l'aise. C'était un homme dur, puritain, avec un visage taillé à coups de serpe. Il avait 17 hommes sous ses ordres et en demandait davantage à chaque séance du comité. Si Glenn avait été là, pensait Stu, il aurait dit que l'éternel combat entre la loi et la liberté individuelle venait de reprendre aux États-Unis d'Amérique. Petrella n'était pas un mauvais homme, mais c'était un homme dur. Hugues était convaincu que la loi apportait la réponse finale à tous les problèmes, et Stu se disait que cette conviction faisait sans doute de lui un meilleur shérif que lui-même ne l'aurait été. « Je sais qu'on t'a offert un poste au comité, dit Fran après un court moment d'hésitation. Oh, j'ai l'impression que c'était surtout par gentillesse, tu ne crois pas demanda Stu. Fran parut soulagé. J'ai dans l'idée que je pourrais très bien m'en passer. Je suis le dernier de l'ancien comité. Nous étions un comité de crise. Il n'y a plus de crise. Et Peter? Je pense qu'il sera assez grand pour voyager au mois de juin, dit Fran. Mais j'aimerais attendre que Lucie ait son bébé. Il y avait eu 18 naissances dans la zone depuis que Peter était venu au monde le 4 janvier. 4 bébés étaient morts, les autres étaient en pleine forme. Les enfants nés de parents immunisés allaient très bientôt naître, et il était parfaitement possible que celui de Lucie fût le premier. Elle devait accoucher le 14 juin. « Qu'est-ce que tu dirais si nous partions le 1er juillet » demanda Stu. « Tu veux dire que t'acceptes de partir » répondit Fran, rayonnante. « Bah évidemment. Tu ne dis pas ça simplement pour me faire plaisir. »« Non, dit Stu, et d'autres gens vont partir aussi. » Pas beaucoup, en tout cas pendant quelque temps, mais certains. Elle lui sauta au cou. Ce sera peut-être simplement des vacances, reprit-elle. Ou peut-être que nous allons vraiment aimer ça, et peut-être que nous voudrons rester là-bas. Peut-être, dis-tu. Mais il se demandait s'il serait capable de rester au même endroit plus de quelques années. Il tourna la tête vers Lucie et vers Peter. Assise sur la couverture, Lucie faisait sauter Peter dans ses bras. Le petit enfant se tortillait et essayait de lui attraper le nez. « Est-ce que t'as pensé qu'il pourrait tomber malade » demanda Stu. « Et toi, si tu étais encore enceinte ?»« Il y a des livres, » répondit-elle avec un sourire. « Tu sais lire et moi aussi. On ne peut pas passer toute sa vie à avoir peur, non ?»« Non, tu as raison, » dit Stu. « Il y a des livres et puis des médicaments, » reprit Fran. « Nous pouvons apprendre à nous en servir, et les médicaments qui sont trop vieux maintenant, nous apprendrons à les fabriquer. Et pour la maladie et pour la mort. » Elle regarda le grand pré, où les derniers enfants revenaient vers le terrain de pique-nique, en sueur et épuisés. « Ça arrivera aussi, » reprit-elle. « Tu te souviens de Rich Moffat et de Shirley Hammett ?»« Oui, dis-tu. Shirley était morte d'une crise cardiaque en février. » Franny lui prit les mains, ses yeux brillaient de détermination. « On prend le risque, dit-elle, et on vit comme on veut. »« Oui, d'accord, dis-tu. Je trouve que c'est une bonne idée. Une très bonne idée. »« Je t'adore, le Texan, » dit Fran. « Même chose pour vous, madame, dis-tu. » Peter avait recommencé à pleurer. « Allons voir ce qui ne va pas avec l'empereur, » dit Fran. Elle se leva et fit tomber des brins d'herbe restés collés à son pantalon. « Il voulait marcher à 4 pattes et il s'est cogné sur le nez, » expliqua Lucie en tendant Peter à Franny. « Pauvre bébé !»« Pauvre bébé !» répéta Fran en collant Peter sur son épaule. Il se blottit contre son cou, regarda Stu et sourit. Stu lui rendit son sourire. « Pic, pic !» fit Stu en lui touchant le bout du nez. Peter éclata de rire. Lucie regarda Fran, puis Stu, puis encore Fran. « Vous vous en allez ? Tu l'as persuadée, non ?»« Oui, elle m'a persuadé, » répondit Stu. « Mais on va encore rester un petit bout de temps pour voir ce que tu sais faire. »« Oh, je suis bien contente, » dit Lucie. Très loin, une cloche commença à égrener des notes fortes et claires qui semblaient planer dans l'air limpide. « C'est l'heure du déjeuner, » dit Lucie en se levant. « T'entends ça, Junior ? On va manger. »« Oh oui, ne me donne pas de coups de pied, j'y vais, » dit-elle en tapotant son gros ventre. Stu et Fran se levèrent eux aussi. « Tiens, prends le petit, » dit Fran. Peter s'était endormi, et ils partirent ensemble vers le cirque Sunrise. Le soleil se couchait. Ils étaient assis sous la véranda, tandis que Peter marchait à 4 pattes dans la terre.
Stu était installé dans un fauteuil dont le canage s'était creusé avec les ans. À sa gauche, Fran avait pris place dans le fauteuil à bascule. Dans la cour, à gauche de Peter, l'ombre du pneu projetée sur le sol par la douce lumière du soleil couchant se balançait. « Elle a vécu très longtemps ici, n'est-ce pas » demanda Fran d'une voix douce. « Oui, très longtemps, dit Stu. »« Mais il va se salir, dit-il en montrant Peter du doigt. »« Il y a de l'eau, reprit Fran. Elle avait une pompe à manivelle. Il suffit de l'amorcer. Toutes les commodités, Stuart. » Il hocha la tête, alluma sa pipe, commença à fumer lentement. Peter se retourna pour s'assurer qu'ils étaient toujours là. « Salut bébé » fit Stu en agitant la main. Peter roula sur le dos. Il se remit à quatre pattes et repartit de plus belle en décrivant un grand cercle. Au bout de la route de terre, qui traversait le champ de maïs sauvage, se trouvait un camping-car Winnebago équipé d'un treuil à l'avant. Ils n'avaient pris que des routes secondaires, mais le treuil leur avait quand même été utile en plusieurs occasions. « Est-ce que tu te sens seul » demanda Fran. « Non, avec le temps peut-être, » répondit Stu. « Et est-ce que tu as peur pour le bébé ?» Elle se caressa le ventre, encore totalement plat. « Non, » répondit Stu. « Peut-être que Peter va être jaloux ?»« Oh, ça lui passera, » dit Stu. « Et Lucie a eu des jumeaux, t'imagines ça ?» Il souriait en regardant le ciel. « Oh, je les ai vus, de mes yeux vus, comme on dit. Et quand est-ce qu'on va arriver dans le Maine, d'après toi ?» Il haussa les épaules. « Vers la fin du mois de juillet, je pense. Tout le temps pour se préparer à l'hiver. Tu t'inquiètes ?»« Non, pas du tout, » répondit-elle en se levant. « Non, regarde-le, il est en train de se salir. »« Oui, je te l'avais dit, » dit Stu. Il la regarda descendre les quelques marches de la véranda et prendre le bébé dans ses bras. Il était assis là où mère Abigail s'était si souvent et si longtemps assise, et il pensait à la vie qui les attendait. Tout irait bien. Plus tard, il faudrait qu'ils reviennent à Boulder, ne serait-ce que pour que leurs enfants en rencontrent d'autres de leur âge, se fassent la cour, se marient et fassent de nouveaux enfants. Ou peut-être qu'une partie de Boulder viendrait à eux. Des gens les avaient longuement questionnés sur leurs projets, presque un interrogatoire. Mais il y avait plus d'envie dans leur regard que de mépris ou de colère. Stu et Fran n'étaient apparemment pas les seuls à avoir des fourmis dans les jambes. Harry Dubarton, l'ancien opticien, avait parlé du Minnesota. Et Mark Zellman de Hawaï, rien que ça. Il voulait apprendre à piloter un avion pour s'en aller là-bas. « Mais Mark, tu vas te tuer » lui avait dit Fran d'une voix sévère. Et Mark s'était contenté de lui sourire et de lui répondre gentiment. « C'est toi qui dis ça, Fran ?» Stan Nogotny parlait très sérieusement du Sud, peut-être Acapulco pour quelques années, et puis peut-être le Pérou. « Je vais te dire, Stu, avait-il expliqué, tous ces gens me rendent nerveux comme un unijambiste dans un concours de bottage de cul. Je ne connais plus une personne sur 12 maintenant. Les gens s'enferment chez eux la nuit. Ne me regarde pas comme ça, c'est la réalité. Je sais qu'à m'écouter, tu ne croirais jamais que j'ai habité Miami pendant 16 ans et que je me barricadais chez moi tous les soirs. Mais nom de Dieu, c'est une habitude que j'ai bien aimé perdre. De toute façon, il commence à y avoir trop de monde par ici. Je pense vraiment à Acapulco. Si seulement je pouvais convaincre Janet. » Après tout, ce ne serait pas si triste, pensas-tu, en regardant Fran pomper de l'eau, si la zone libre ne tenait pas le coup. Glenn Batman serait certainement de cet avis. La zone avait rempli son but, dirait Glenn. Mieux valait se séparer avant. Mais avant quoi ? Eh bien, à la dernière séance du comité, avant que lui et Fran ne s'en aillent, Hugues Petrella avait obtenu l'autorisation d'armer ses hommes. Tout le monde ne parlait plus que de ça à Boulder depuis quelques semaines. Début juin, un ivrogne avait malmené un des hommes du shérif et l'avait envoyé valser dans la vitrine d'un bar de la rue Pearl. 30 points de suture et une transfusion. Petrella avait soutenu que ça ne se serait jamais produit si son homme avait été armé d'un police spécial. La controverse avait fait rage. Beaucoup, et Stu était du nombre, même s'il avait préféré garder son opinion pour lui, estimaient que si le policier avait été armé, on aurait fort bien pu avoir en fin de compte un ivrogne mort plutôt qu'un policier blessé. « Vous armez vos hommes » s'était dit Stu, « et ensuite, quelle est la suite logique ?» Et il avait cru entendre la voix professorale, un peu sèche, de Glenn Batman. « Vous leur donnez de plus gros calibres, et des voitures de police. Et quand vous découvrez une communauté qui s'appelle Zone Libre au Chili, ou peut-être au Canada, vous nommez Hugues Petrella ministre de la Défense, on ne sait jamais. Et vous commencez peut-être à envoyer des patrouilles de reconnaissance, parce qu'après tout, elles sont là, elles attendent simplement qu'on les ramasse. »
Allons le coucher, dit Fran en montant les marches. D'accord, dit Stu. Mais qu'est-ce que tu fabriques demanda-t-elle. Des idées noires, si je peux demander. Ah bon, tu crois que je me faisais des idées noires demanda Stu. Oui, absolument, répondit-elle. Stu releva les coins de sa bouche avec ses doigts. Et comme ça, c'est mieux? Oh, beaucoup mieux, dit Fran. Allez, viens, aide-moi à le coucher. Je te suis, dit Stu. En entrant dans la maison de mère Abigail, il se dit qu'il serait préférable, bien préférable, que les habitants de la zone se dispersent, qu'ils s'en aillent un peu partout. Retarder aussi longtemps que possible l'organisation, car c'était l'organisation qui semblait toujours être la cause des problèmes. Quand les cellules commençaient à s'agglutiner, à noircir, il n'était pas nécessaire de donner des armes aux flics tant que les flics pouvaient se souvenir du nom et du visage de tout le monde. Fran alluma une lampe à pétrole qui fit autour d'elle un rond de lumière jaune pâle. Peter les regardait tout tranquille, déjà à moitié endormi. Il avait beaucoup joué. Fran lui mit son pyjama. Nous ne pouvons que gagner du temps, pensait Stu. La vie de Peter, la vie de ses enfants, peut-être la vie de mes arrière-petits-enfants, jusqu'à l'an 2100 peut-être, sûrement pas plus longtemps, peut-être même moins. Suffisamment de temps pour que cette pauvre terre se recycle un peu, une saison de repos. Qu'est-ce que tu dis demanda Fran. Il se rendit compte qu'il avait parlé tout haut. Une saison de repos, répéta-t-il. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tout, dit-il en lui prenant la main. Et en regardant Peter, il pensa encore. Si nous lui disons ce qui s'est passé, peut-être le dira-t-il à ses propres enfants, peut-être les mettra-t-il en garde. Chers enfants, ces jouets sont mortels. Brûlure au 3e degré, mal des rayons, la maladie qui étrangle et qui tue. Ces jouets sont dangereux. Le diable, dans le cerveau des hommes, a guidé les mains de Dieu lorsqu'ils furent fabriqués. Ne jouez pas avec ces jouets, chers enfants, s'il vous plaît, jamais plus. Non, jamais, jamais plus, s'il vous plaît, apprenez la leçon, que ce monde vide soit votre leçon de choses. Franny, dit-il en se retournant pour la regarder dans les yeux. Oui, Stuart. Crois-tu que les gens apprennent? Elle ouvrit la bouche, hésita, mais ne répondit rien. La flamme de la lampe à pétrole vacilla, les yeux de Franny paraissaient très bleus. Je ne sais pas, dit-elle enfin. Elle sembla malheureuse de sa réponse. Elle sembla vouloir faire un effort pour en dire davantage, pour l'éclairer peut-être, mais elle ne put que répéter « Je ne sais pas ». Il se réveilla à l'aube, il avait ses bottes. Il s'assit et regarda autour de lui. Il se trouvait sur une plage dont le sable était blanc comme de la poudre d'os. Si loin au-dessus de lui, un ciel de céramique d'un bleu sans nuages, et devant lui, une mer turquoise déferlait au loin sur un récif, puis s'étalait doucement, portant sur ses vagues d'étranges bateaux qui étaient des pirogues. Il le savait, mais comment? Il se mit debout et faillit tomber. Il chancelait sur ses jambes, mal en point, comme un lendemain de cuite. Il se retourna. La jungle verte sembla lui sauter aux yeux, sombre fouillis de lianes, de feuilles larges et luisantes, de fleurs éclatantes qui étaient aussi roses que le mamelon d'une choriste. De nouveau, il était déconcerté. Qu'est-ce que c'était qu'une choriste? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un mamelon? Un hara poussa un cri en le voyant, s'envola sans regarder devant lui, et s'écrasa sur le tronc d'un vieux banyan et tomba raide mort au pied de l'arbre, les pattes en l'air. Une mangouste regarda son visage rouge dévoré par la barbe et mourut d'une embolie cérébrale. Un scarabée, qui déambulait pesamment sur le tronc d'un nipa, noircit tout à coup et se recroquevilla pour n'être plus qu'une carapace vide, tandis que des décharges électriques lançant de minuscules éclairs bleus grésillaient entre ses antennes. Mais qui suis-je? Il ne le savait pas. Et où suis-je? Quelle importance? Il se mit à marcher, à chanceler vers la lisière de la jungle. La faim lui faisait tourner la tête. Le bruit des vagues battait dans ses oreilles comme le bruit d'un cœur affolé. Son esprit était aussi vide que celui d'un enfant nouveau-né. Il était à mi-chemin de la jungle vert sombre lorsqu'elle s'écarta et que 3 hommes en sortirent, puis 4, puis une demi-douzaine. Des hommes bruns, à la peau douce. Ils le regardaient fixement. Lui les regarda. Les choses commencèrent à venir. Les 6 hommes devinrent 8, les 8 une douzaine. Ils étaient tous armés de lances. Ils les brandirent dans un geste menaçant. L'homme au visage dévoré par la barbe les regarda. Il portait un jean et de vieilles bottes de cow-boy, rien d'autre.
Son torse, affreusement maigre, était aussi blanc que le ventre d'une carpe. Les lances se dressèrent, puis l'un des hommes bruns, le chef, éructa un mot qu'il répéta ensuite, un mot qui ressemblait à Yuna. Oui, les choses venaient, à pic. Son nom, pour commencer. Il sourit. Ce sourire était comme un soleil rouge perçant à travers un nuage noir, un sourire qui découvrait des dents éclatantes et des yeux étonnants remplis de flammes. Alors il tourna vers eux ses paumes vierges, sans une seule ligne, dans le geste universel de la paix. Et ils ne purent résister à la force de ce sourire. Les lances tombèrent sur le sable, l'une d'elles resta plantée en biais, frémissante. « Do you speak English ?» Ils le regardèrent, sans comprendre. « Hablan espagnol ?» Non, il ne parlait pas l'espagnol. Il ne hablait pas du tout, ce foutu espingouin. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Où était-il? Tant pis, tout ça viendrait avec le temps. Rome ne s'était pas construite en un jour, ni d'ailleurs Akron, dans l'état de l'Ohio, ici ou ailleurs. L'endroit du combat n'avait jamais d'importance. La seule chose qui comptait, c'est que vous fussiez là, toujours debout. Parlez-vous français? Pas de réponse. Il le regardait, fasciné. Il essaya l'allemand, puis hurla de rire devant leur visage stupide de mouton. L'un d'eux commença à sangloter désespérément, comme un enfant. Ce sont des gens simples, des primitifs, simples et illettrés. Mais je peux m'en servir. Oh oui, je peux parfaitement bien m'en servir. Il s'avança vers eux, toujours souriant, ses paumes sans la moindre marque toujours tournées vers eux. Ses yeux pétillaient de chaleur et de joie maniaque. « Je m'appelle Russell Faraday, dit-il d'une voix lente et claire, et j'ai une mission. » Il le regardait fixement, hébété, ahuri et fasciné. « Je suis venu vous aider. » L'un après l'autre, ils tombèrent à genoux et inclinèrent la tête devant lui. Et tandis que son ombre noire tombait sur eux, son sourire s'élargit encore. « Je suis venu vous apprendre à être civilisé. »« Yuna !» sanglota le chef, terrorisé et fou de joie. Puis il baisa les pieds de Russell Faraday, et l'homme noir se mit à rire. Il rit et rit encore. La roue de la vie tournait si vite qu'aucun homme ne pouvait y résister debout bien longtemps. Et en fin de compte, elle finissait toujours par revenir à son point de départ. Fin de cette histoire. N'oubliez pas les petits pouces en l'air et un commentaire. Toute contribution sur mon compte Tipeee sera la bienvenue. Merci d'avance.